le début d'une commémoration qui s'étale sur 3 jours. On célèbre la journée mondiale sans téléphone mobile. Le sujet sera à l'ordre du jour de ce grand rendez-vous. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Bienvenue, vous êtes ici chez vous. Je le disais tantôt, journée mondiale sans téléphone mobile. L'idée a germé dans l'objectif de susciter une certaine réflexion sur l'utilisation qu'on fait donc de cet outil de communication au fil du temps. On en parle avec Noah Agbafa. Il est docteur en système d'information. Autre sujet, passons côté santé. À présent, vous souffrez de la prostate, ou vous en avez souffert, voilà. Dites-vous qu'une rééducation est possible après ablation de cet organe. Nature et bien-être s'en charge et nous recevrons sur ce plateau le docteur Josué Avakudjo. Il nous apportera donc des précisions sur cette rééducation après ablation de la prostate. Vous êtes une femme ronde, vous êtes ronde et vous semblez parfois complexée de votre physique. Plus de soucis à se faire, on vous aidera tout simplement à assumer votre rondeur. Dans Beauté au pluriel de ce jour, plus de détails avec Elonia Dalmeda et son invité. Le sujet revient encore ce soir, on en parlait hier avec Agnat Bello dans Autant Savoir. L'invité, il revient aujourd'hui, il s'agit de Landry. Alors, est-ce que être dresseur de chiens, c'est un métier? On le saura dans quelques petites minutes. Quels sont les risques, puisque j'étais revenu là-dessus hier, quels sont les risques auxquels donc sont livrés donc ces dresseurs de chiens? On en parle dans très peu de temps. Bien sûr, chers amis téléspectateurs de BB24, les informations pêle-mêle recueillies sur Internet, ce sera avec la complicité de nos amis de la rédaction web de l'ORTB. Nadège Soni, bonsoir, bienvenue. Vous êtes là pour les titres du journal. Bonsoir à vous, Karamat Agbataou. Avant même de présenter les titres du journal ce soir, permettez-moi, Karamat, en ce jour spécial, de vous souhaiter un joyeux anniversaire. Merci beaucoup, merci Nadège, je reçois. Alors, on va y aller, comme je le disais, pour les titres du 1945. Merci à vous, Karamat. Dans le journal de ce soir, on parle du projet de contournement nord de Cotonou-Est qui amorce une étape décisive de sa concrétisation. Le compte-rendu nous sera présenté par Roch Akweino. Les riverains du complexe technique sino-béninois sont fâchés en cause les désagréments occasionnés par les eaux usées du complexe. Marcel Arossi nous fera le point sur ce sit-in. Pour finir, Yasmine Damata nous éclaire sur les conséquences des ondes électromagnétiques des portables sur la santé. Voilà donc, Karamat, le résumé du journal à 19h45.
On retient tout simplement, Nadège Soni, que c'est des sujets très intéressants. On revient donc pour les détails. C'est pour tout à l'heure, dans moins de 45 minutes, le 19h45. Toujours avec Nadège Soni, la luxueuse. Alors, premier panel, autant savoir. Il refait un autre tour dans les studios de BB24. Landry Lawson, on s'interroge juste sur l'existence ou non d'une école qui forme un dresseur de chiens. Retour avant sur cet élément de Thibaut Mafouin. Mon activité, le dressage, consiste à éduquer un chien. Landry Lawson est un dresseur de chiens. Il fait partie de ceux qui apprennent aux chiens à se tenir en société. Puisqu'il n'est pas souvent aisé pour les propriétaires de chiens de les maîtriser, l'appel au dresseur devient nécessaire. Nous passons d'abord par la socialisation, qui est d'apprendre aux chiens à se tenir en société, à ne pas mordre les gens, à savoir où faire ses besoins, à savoir se tenir dans la maison, à ne pas sauter n'importe où, à ne pas déchirer les habits, les chaussettes, les fils de climatisation, voilà, qui passent dans la maison. Donc, notre activité consiste à socialiser d'abord le chien, à le dresser et à le rendre apte à l'utilisation pour le propriétaire. Le coût et le temps du dressage varient en fonction de la race du chien et de son intelligence. En moyenne, dresser un berger allemand vaut 140 000 francs CFA et un Rottweiler 250 000 francs CFA par trimestre. Devenir un dresseur de chiens nécessite une formation. Bon, le dressage est tellement large qu'il y a plusieurs facultés dans le dressage. L'obéissance, le gardiennage, l'agilité, le sauvetage, le pistage. Bon, voilà, il y a plusieurs facultés. Ça dépend de ce que vous voulez faire de votre chien. Et on ne peut pas s'auto-proclamer dresseur. Il y a bel et bien des formations qu'il faudrait suivre et pas à pas finir par devenir maître chien. Dans l'exercice de leur activité, les dresseurs de chiens rencontrent quelques difficultés. Il y a des risques. Il y a beaucoup même. Parfois, on se fait adresser par les chiens. Parce que il y a des chiens qu'on arrive à prendre qui sont sauvagement irrécupérables, où ils ne font que mordre, même leur propriétaire mordre. En ce moment, on peut faire appel au dresseur. Le dressage de chiens est une activité en pleine expansion au Bénin. Il permet à celui qui s'y adonne de gagner sa vie. Agnat Bello, bonsoir. Comment vous vous portez? La pleine forme ce mardi? Karamata Ouattaraou, je vais très bien parce qu'aujourd'hui c'est un jour spécial, vous le savez. Ah oui, hein, il est spécial, ça c'est vrai. C'est toujours spécial. Et joyeux anniversaire, Karamata Ouattaraou. Je vous vois déjà venir, c'est pour me souhaiter un joyeux anniversaire, un happy birthday. Oui, à la fin du plateau, on va vous chanter joyeux anniversaire. Avec Elonia Dalmida. Merci beaucoup. Mais avant ceci, enfin, pour le plaisir de nos amis téléspectateurs, les fidèles que vous êtes, en tout cas, toujours nous regarder sur cette chaîne de télévision. Nous parlons développement. Et le développement, c'est aussi les animaux, hein, cette complicité que nous entretenons avec nos animaux de compagnie, les chats, les chiens. Et aujourd'hui, on poursuit, Agnat Bello, les échanges avec Landry Lawson pour nous parler. Est-ce qu'il y a un métier, est-ce qu'il y a, comment on appelle-t-on, des écoles qui forment un métier de dresseur de chiens et tout? Je vous laisse mener les échanges avec Landry. Landry, bonsoir à vous. Bonsoir, comment vous allez? Ça va très bien, merci. Oui. Alors, est-ce qu'il existe des instituts de formation ici pour le dressage de chiens? Cette question, nous allons la poser à Landry Lawson. Dites-nous. Il faut dire que le Bénin, c'est un nouveau secteur. Les chiens, ce n'est pas trop de coutume. Le Béninois n'est pas trop porté à avoir un chien. C'est une nouvelle activité. Donc, pour l'instant, il n'y a pas encore d'institut au Bénin. Néanmoins, nous avons une ONG, Dog Shelter, qui se charge de former les gens qui aimeraient bien se perfectionner dans le domaine. On pourrait dire que c'est une formation sur le tas. Donc, est-ce qu'à la fin, il y a des attestations? Oui, à la fin, une preuve quand même. Oui, il y a bel et bien une preuve de formation et voilà. D'accord. Mais comment devient-on dresseur? Est-ce qu'il faut d'abord aimer les chiens? Est-ce qu'il faut aimer les animaux et tout?
En fait, on peut devenir médecin sans aimer forcément la médecine. Donc, on peut devenir dresseur sans aimer les chiens. Sauf que celui qui a l'amour pour les chiens aura forcément un plus que celui qui n'en a pas. Je ne sais pas, parfois vous partez chez le pédiatre. Moi, j'ai connu certains pédiatres, dès qu'il est 19 h, ils disent il faut fermer, tout. Pourtant, il y a des enfants qui sont là, qui souffrent. Alors que le passionné, à la base, lui, voilà, le passionné, il va attendre jusqu'au il saura même pas, il saura pas l'heure qu'il fait. À minuit, il sera en train de dire oui, mais il y a encore un enfant, il y a encore un enfant. Voilà, c'est pareil aussi pour chaque activité. De chien. Ouais. D'accord, mais quelles sont les aptitudes qu'il faut avoir pour être un bon dresseur de chien? Pour être un bon dresseur, il faut d'abord avoir la patience. C'est la chose la plus importante. Parce qu'un bon dresseur, c'est celui qui est à l'écoute. Et on ne peut pas écouter un être inférieur que nous, soi-disant, sans la patience. Parce que c'est difficile à cerner ce que le chien veut dire. C'est ça, en fait, le langage du chien. C'est un langage qu'il faut comprendre en tant que dresseur. Est-ce que ça s'apprend? Oui, Est-ce que c'est inné? Ça s'apprend. On peut pas dire que c'est inné parce que rien ne nous appartient sur cette terre. Quand on vient, on est d'abord étranger, on ne connaît rien et après on apprend. Mais maintenant, on peut avoir un penchant pour les chiens parce qu'on est resté dans un univers donné. Voilà. Donc, quand on est un dresseur de chien, on peut comprendre quand il aboie, quand il a mal, quand il veut manger, quand il veut faire ses besoins. On doit comprendre. C'est une obligation. Donc, c'est d'abord la patience et ensuite le courage. Est-ce que selon vous, monsieur Landry Lawson, comment est-ce que vous prenez déjà ce métier? Est-ce que c'est un métier ou un gagne-pain ou un job? Je ne sais Juste pas. Pour voir à quel point c'est vraiment structuré, à votre avis? Il va falloir que vous m'expliquiez la différence entre un métier, un job et un gagne-pain. Pour vous, c'est quoi? Non, pour moi, c'est la même chose. Puisqu'un job, c'est un job, un métier, c'est un métier, c'est un job et un gagne-pain. Un job pour être beaucoup plus structuré. Voilà, un métier, c'est beaucoup plus structuré. Ok, en fait, donc ça pourrait être un job pour certains, un métier pour d'autres et un gagne-pain pour d'autres. Donc ça dépend de la personne qui le fait. Et pour vous, c'est quoi? Moi, en fait, c'est tout en même temps. Moi, d'abord, c'est d'abord une passion. C'est d'abord une passion parce que je pourrais pas vivre sans un chien. Donc c'est d'abord ça. C'est la première des choses. Et vous, comment vous vous êtes fait former moi, j'ai fait une formation en Côte d'Ivoire. Et ensuite... Là-bas, ils ont une école en bonne et due forme qui forme au dressage du chien. Il y a des écoles pour ça. Et j'ai aussi fait une formation en Afrique du Sud. Et voilà. Et on finit jamais de se former. Je fais des formations en ligne et voilà, on finit jamais d'apprendre. Est-ce que pour vous, c'est un métier? Je continue de me faire former et je continuerai. Pour la formation, ça se comprend parce que ça dépend des expériences que vous vivez au fur et à mesure avec les chiens que vous dressez. Oui. D'accord, mais est-ce qu'on peut dire justement que ce métier nourrit son homme ici au Bénin? En fait, moi je dirais que tout dépendrait de la manière dont vous vous y prenez parce que vous pouvez vendre de l'eau et vivre de ça. Donc il y a des exemples comme ça. Ça dépend du sérieux que vous y mettez. Voilà, c'est un peu ça. Moi, je n'ai jamais fait autre chose que les chiens et je vis exclusivement de ça. D'accord. Et je ne dirais pas que je suis plein aux astres, mais je suis dans les normes. Et quand vous dites que vous vivez de ce job ou ce métier, selon votre compréhension de la chose, est-ce qu'on peut avoir une idée sur votre salaire entre griffes? Est-ce possible de le dévoiler, de le partager avec nous? Je vais vous retourner la question. Si vous me donnez votre salaire, je vous le donne le mien. On ne va pas jouer à ce jeu, Landry. Ici, on ne va surtout pas jouer à ça. C'est nous qui posons les questions. Non, mais bon, je crois que c'est d'abord une estimation. C'est une façon de savoir si réellement ça marche. Et est-ce qu'il y a des périodes avec, des périodes sans? En fait, lorsque vous y mettez du sérieux, je reviens encore à ça, mais vous manquerez jamais de clients. Voilà, le but n'est pas de chercher toute une grosse clientèle, le but est de se contenter de ce qu'on peut faire et de satisfaire ce qu'on a. Donc, on peut dire que c'est un métier porteur d'avenir. Est-ce que des jeunes qui ont du mal à s'insérer peuvent venir à ce métier? Moi, je ne laisserai jamais ce métier pour autre chose. Ah oui,
pour rien au monde. Donc, même si ailleurs, on vous propose... ben, j'ai eu des propositions de salaire bien mieux qu'un cadre d'une entreprise. Et vous avez décliné l'offre? Parce que ça m'arrangerait. Ça répondait pas à votre vocation première, à votre passion? Oui, il y a d'abord ça aussi. Et franchement, je vous dis, on vit mieux de ce qu'on aime. Et quand on le fait bien, on vit bien. Ouais, ça va très bien. Moi, je pense que c'est un métier très porteur. Oui, mais est-ce que l'apprendre, devenir un dresseur de chiens, est-ce que c'est compliqué? Est-ce que c'est à la portée de tout le monde? Parce qu'il ne faudrait pas qu'on oublie dans quel ordre d'idée cette rubrique, nous avons retenu cette rubrique, c'est pour voir si réellement il y a des jeunes qui ont du mal à s'insérer, qui ne savent pas quoi faire de leur vie. Est-ce que vous pourriez les inciter à devenir dresseur de chiens? En fait, moi, je me dis, on peut faire n'importe quoi. Et rien n'est compliqué et rien n'est facile. Tout dépend du cœur qu'on y met. Moi, j'ai pas eu qu'à faire les chiens. J'ai eu à toucher à plein d'autres choses. Et au final, j'ai compris qu'en fait, c'est une question de formation. Et une formation peut durer 2 jours et une autre formation peut durer 5 ans. Ça ne dépend pas du délai, ça dépend plutôt du contenu. Moi, j'ai connu des photographes qui se sont formés sur le tas. Pourtant, nous avons des grandes écoles ici au Bénin. Je n'ai pas forcément besoin de citer les noms. Mais nous avons des écoles, mais pourtant, on a des photographes qui sortent sur le tas qui sont bien meilleurs que certains qui ont appris sur le tas. Et moi, je connais des gens aussi dans d'autres secteurs, même dans la médecine. Moi, je connais des gens qui n'ont pas forcément fait les grandes études et qui sont bien. D'accord. Donc pour vous, le plus important, c'est d'aimer ce qu'on fait. C'est d'aimer et puis de se faire former. Et de se faire Rien n'est former. compliqué en fait. D'accord. Ça devient compliqué lorsqu'on n'a pas forcément envie de le faire. D'accord. Voilà. Vous avez parlé tout à l'heure d'une ONG qui s'occupait justement... Dog Shelter, c'est une ONG qui s'occupe de réinsérer les chiens en situation difficile. Ah oui, hein? Nous avons des chiens en situation difficile ici. Oui, en fait, Dog Shelter, c'est spécialement pour les clients qui ont décidé d'avoir un chien sur le coup de tête. Et chemin faisant, ils ont fini par comprendre que c'est un peu compliqué pour eux. Ils n'arrivent pas soit à nourrir le chien, soit à s'en occuper, le chien devient peut-être trop agressif, ou voilà, et ils se disent, ben là, on n'a plus besoin du chien, on aimerait le jeter, et comme au Bénin, certaines personnes jettent des chiens, certaines personnes mangent des chiens, ils donnent à certaines personnes pour les manger, nous on s'est dit, il faudrait récupérer ces chiens-là. Au lieu de les manger, vous les récupérez. Voilà, et qu'est-ce que nous on fait? On les forme, on les dresse, et on les met en gardiennage. À un prix vraiment forfaitaire. Alors, Agnès Bello, si vous permettez, moi j'ai une question. Tout à l'heure, vous disiez qu'il n'y a pas vraiment une école, enfin une structure à proprement dite qui forme ici, localement au Bénin. Sinon, j'allais vous demander, est-ce que déjà vous, les dresseurs de chiens, est-ce que vous vous êtes mis en réseau et est-ce que vous réfléchissez dans le sens de pouvoir mettre en place une structure du genre juste pour les jeunes? Oui, qui ont envie de se faire former. En fait, pour le moment, si je réfléchis là-dessus, d'autant plus que j'ai eu à former des jeunes de manière gratuite d'ailleurs, parce que je me suis dit, il y a certains jeunes qui ont besoin de se faire former, qui aiment bien le boulot et qui doivent aussi gagner leur vie. Voilà. Et comme moi, j'ai vu que c'est un secteur qui peut bien faire gagner la vie, j'ai permis à certains jeunes de participer à des formations, et tout ça de manière gratuite, suivi par moi, et il y a certains jeunes qui aujourd'hui qui travaillent avec Dog Shelter, qu'on a embauché parce qu'ils ont eu ce qu'on recherchait comme profil. Oui, mais je crois que la question de Karamat, c'est de savoir si après vous n'alliez pas aller vers une structure beaucoup plus formelle qui sera un réceptacle pour tous ces jeunes qui ont envie de découvrir le métier de dresseur de chien au Bénin. En fait, je vous disais tantôt qu'il n'y a pas de structure au Bénin. Et justement, est-ce qu'il faut y penser, au fait? Oui, nous sommes dans les démarches et on ne fait rien de manière brutale. Il faudrait aller de manière progressive. Et puis, on se dit... Vous prenez les bons contacts, j'espère? Non, moi je me dis, on ne force pas. Les contacts, ça vient quand il y a du talent. Donc, on continue de faire ce qu'on sait faire, de proposer nos services, d'essayer de satisfaire la clientèle. Et puis, je pense que les choses se passeront
quand elles se passeront. Monsieur Landry Lawson, merci à vous d'avoir répondu présent à notre rendez-vous sur ce plateau. Ça a été un plaisir d'aller dans votre univers de dresseur de chiens, Karamata Ouattao. Agnès Bello, merci beaucoup. Merci d'être venu et merci aussi à votre... Il s'appelle Napoléon. Votre ami, Napoléon, voilà, il est juste à côté. C'est un ami de près de... Je dirais, on a fait à peine 2 semaines ensemble. Ah oui? Et que déjà la complicité... Moins de 2 semaines, 10 Et la jours. complicité, elle est déjà forte, vous sentez? Bon, je ne dirais pas qu'elle est forte parce que c'est un chien à la base qui est venu tout traumatisé. Il a quitté les États-Unis, il est parti en France, il a fait un jour. Un bon périple. Oui, il a fait Merci. 15 heures de vol après un jour en France. Ouais. Il est venu au Bénin. Actuellement, il est au Bénin. Ouais, il a été vraiment... Il va y séjourner longtemps, il a été je l'espère déboussolé. bien. Et là, il est en train d'être... Vous le réacclimatez, Voilà, c'est un peu ça. Merci beaucoup et nous espérons vraiment qu'il reste longtemps ici au Bénin. Agnès Bello, merci beaucoup d'être passé avec Landry Lawson, nous parler donc de métier de dresseur de chiens. Merci Landry, Merci on bien. va vous raccompagner avec ceci. D'accord. C'est le deuxième plateau. J'espère vous avez compris. Alors aujourd'hui, nous parlons d'une journée mondiale. Et la célébration s'étend sur 3 jours, 6 février, 7 février et aussi 8 février. On parle aujourd'hui donc de la journée sans téléphone mobile. Alors, est-ce que c'est possible de passer 1 heure, 2 heures et même une journée sans son téléphone portable à côté? C'est ce que nous allons essayer de comprendre avec notre docteur en système d'information, Noah Agbafa, qui est un des nôtres sur cette chaîne de télévision. Noah Agbafa, bonsoir. Bonsoir, Agnat. Karamat. Bonsoir, Karamat. Vous avez tellement travaillé avec Agnat, je le comprends, puisque c'est elle qui s'occupe des systèmes, enfin tout ce qui a trait au TIC, à l'éducation. Moi, je suis beaucoup plus avec mes agriculteurs dans les champs. Merci d'avoir accepté mon invitation, je vais donc dire. Merci, Karamat. Oui. Alors, est-ce que vous pensez, Monsieur Agbafa, que c'est possible de rester une journée sans son téléphone portable? Rester une journée sans téléphone portable, en réalité, ce n'est pas cela l'objectif de la journée. La journée sans téléphone est une journée instituée pour éveiller notre sens, pour nous montrer que le monde n'est pas que l'environnement des tics, pour nous montrer que nous pourrions continuer toujours d'utiliser notre téléphone le jour-là, mais qu'il faut aussi faire l'action vers le physique. Et c'est-à-dire quoi quand vous mettez, qu'est-ce que vous mettez dans action vers le physique? Oui. Vous savez, il y a beaucoup de personnes, ils ont leur papa, ils ont leur maman, ils ont leurs amis, mais ils passent des jours, des semaines, des mois même sans se voir. Aujourd'hui, c'est une journée sans téléphone portable. C'est pour dire, ce jour-là, c'est une journée où vous devez recourir au contact physique. Vous devez faire l'effort d'aller les voir. Vous devez au moins discuter avec eux. Vous Alors devez là, pouvoir ça veut obtenir dire que leur chaleur. ce côté virtuel, donc, en cette journée, va passer en arrière-plan. Et puis, on met en exergue donc, le contact physique. Contact physique. Est-ce que le contexte s'y prête aujourd'hui avec ce que nous voyons, M. Agbafa? Oui, le contact s'y prête, et s'y prête très bien. Il suffit tout simplement d'en prendre conscience. Vous savez, beaucoup de personnes, aujourd'hui le téléphone a pris le pas, parce qu'on a cultivé aujourd'hui l'individualisme et l'individualité. Le téléphone nous permet, lorsque j'ai mon téléphone, ça m'assure la mobilité. Donc partout où je suis en contact avec mon monde virtuel. Ça me permet de discuter avec des gens que je ne connais pas. Mais pourquoi l'individualisme? Parce qu'on nous a appris, et particulièrement le blanc nous a appris que chacun doit avoir sa maison et que l'autre est mauvais et chacun a sa clé. Est-ce que vous voulez dire à la base, M. Agbafa Noah, que pour avoir créé le téléphone portable, c'est une mauvaise idée en soi? Est-ce que c'est cela? Elle n'est pas mauvaise, mais c'est dans l'utilisation que nous péchons. C'est dans l'utilisation du téléphone que nous péchons. Il faut donc revoir les choses. Il faut revoir les choses. Qu'est-ce que vous proposez en tant que... Quand nous parlons de revoir les choses, vous allez constater que le téléphone, le jeune homme, le jeune enfant à la maison, un bon matin, on lui remet le téléphone. Il ne connaît pas le code du téléphone.
Il ne connaît pas le code du réseau social. Il ne connaît pas du tout véritablement comment on utilise le téléphone. Mais on le lui remet. Alors, ce qu'il faut faire, tel que vous le dites, il faut une éducation. Il faut de la sensibilisation. Il faut de la communication. Et qui doit donc assurer ces rôles-là, ce rôle de sensibilisation, d'éducation avant l'utilisation? Enfin, elle doit se faire donc en amont. Elle doit se faire en amont. Et qui doivent être donc ces acteurs? C'est vous dans votre rôle de communicateur, c'est moi dans le rôle de spécialiste d'éthique. Voilà. Et c'est le rôle des parents de chercher l'information. Je ne prends pas le véhicule, je commence par conduire sans connaître véritablement le code de la route. Et au Bénin, puisque tout le monde prend moto et conduit sans code de la route, vous comprenez, vous voyez, il y a suffisamment d'accidents. Et c'est la même chose. Aujourd'hui, lorsque j'ai le téléphone en main, je dois pouvoir savoir qu'est-ce que je peux faire avec le téléphone. Vous allez observer que des gens se retrouvent même au resto. Je parle même des amoureux qui se retrouvent au resto et chacun a encore la tête courbée. Pourtant, ils sont venus pour discuter. C'est pour cela qu'il y a pour partager une complicité, des instants d'intimité. Mais finalement, ces intimités sont volées par les nouvelles technologies. Par le monde virtuel. Cette intimité est totalement volée par le monde virtuel. Parce que le monde virtuel, vous savez, quand on a le téléphone, on se fait énormément d'amis qu'on ne connaît pas. On se crée un monde virtuel et on pense que c'est véritablement ça. Et ce monde virtuel prend le pas totalement sur le monde physique. Nous sommes donc sous l'emprise du téléphone. Du téléphone. Cette journée, c'est pour éveiller notre conscience, pour nous dire, écoutez, nous allons vers un monde qui est totalement virtuel et qu'il va falloir progressivement revenir au contact physique. C'est ça, en réalité, l'objectif de ce jour. Donc, lorsque du 2 au 8, tout le monde doit pouvoir se dire qui j'ai de plus cher. Du 6 au 8 février. Du 6 au 8, qui j'ai de cher dans ma vie, mais que je ne vois pas souvent. Qui j'ai de cher et que je ne prends que téléphone pour l'écouter. Il faut se déplacer. Pendant ces 3 jours, je dois pouvoir aller vers la personne, discuter avec la personne, avoir le contact physique, avoir la chaleur humaine et non substituer cette chaleur humaine rien qu'à ce qui est virtuel. C'est ça l'objectif de cette fête. Ce n'est pas pour nous dire de ne pas utiliser notre téléphone. Encore que, M. Agbafa, ce qui est virtuel, il nuit parfois parce que de l'autre côté, vous ne savez pas toujours à qui est-ce que vous parlez et tout, et vous entretenez cette amitié dans l'ombre. Alors, pendant des années, et après... Et c'est un bon matin que vous découvrez que c'était une usurpation et c'est une mauvaise personne et puis les conséquences s'en suivent. Lorsqu'on est sur le virtuel, tout est beau. Les chats sont gris. La nuit, tous les chats sont gris. La nuit, et tous les chats sont totalement gris. C'est ça le virtuel, de telle sorte qu'on l'entretient et ça prend totalement l'esprit. Ça nous obsède. On n'existe même plus sans ce... C'est pour ça que vous allez voir beaucoup de personnes, ils n'existent plus sans leur téléphone. Ça devient même une maladie. Il y a les nouvelles maladies aujourd'hui, ce sont les maladies liées au virtuel. Et vous allez les voir... Et c'est dû à cette hormone-là, ça s'appelle la dopamine, je crois bien, et qui vous amène tout le temps à aller vers votre téléphone. Vous avez l'impression que vous perdez quelque chose. On est malade. Lorsque vous perdez votre téléphone, vous êtes malade. La journée d'aujourd'hui veut nous montrer qu'on peut vivre sans ce téléphone. Alors, M. Agbafa, ça m'amène à vous poser cette question. Quelle est alors cette relation que chacun doit tisser avec son téléphone portable? Moi, il m'arrive d'avoir le téléphone à côté et de pouvoir m'en départir pendant des heures tout en travaillant. C'est cette culture que nous devons avoir. Nous devons pouvoir nous dire, nous devons pouvoir faire des priorités dans notre vie. Lorsque je suis au boulot, c'est que je suis véritablement au boulot. C'est d'ailleurs pour cela, moi, défenseur d'éthique dans l'éducation des TICE, j'ai applaudi pourtant la décision du ministre qui veut plutôt que les enseignants aillent en classe sans leur téléphone portable. Pourtant, je suis défenseur de l'utilisation d'éthique dans l'éducation. Parce que les enseignants, généralement, ne viennent pas pour éduquer les enfants avec le téléphone. Lorsqu'on sera à ce stade, lorsque le ministère serait là, alors on pourra permettre à tout le monde, autant les élèves que les professeurs, d'utiliser leur téléphone en classe. Donc, c'est pour dire que pendant que nous sommes dans nos activités, nous devons pouvoir cultiver, nous devons pouvoir mesurer cette envie d'aller tout le temps vers notre téléphone. Nous devons le faire. C'est un effort qu'il faut faire. C'est une culture qu'il faut se donner. Et si nous ne nous donnons pas cette culture,
nous tombons malades sans le savoir. Et nous vivons cette maladie sans le savoir. Et c'est ce qui est à déconseiller. Voilà. Donc l'effort doit être personnel. L'effort doit être personnel. Lorsque je suis en classe, je ne touche pas au téléphone. Lorsque je suis dans mon bureau, je suis en train de travailler, je suis en train de monter un dossier, je dois pouvoir utiliser ou oublier les groupes WhatsApp. Je dois pouvoir oublier les discussions mais si dans le temps, même si dans le temps, vous avez rapidement, puisque vous parlez de monter un dossier, un projet, et si dans le temps vous avez besoin d'une information utile pour l'avancée de votre dossier, est-ce que rapidement vous pouvez faire ce tour vers le téléphone? Parce que là, vous allez faire une recherche. Généralement, ce n'est pas les recherches qui nous prennent notre temps. C'est les réseaux sociaux qui nous prennent tout notre temps. C'est les réseaux sociaux qui font... Donc, on doit donc mener la lutte contre les réseaux sociaux. L'utilisation abusive des réseaux sociaux. C'est généralement les réseaux sociaux qui nous prennent tout notre temps. Et non seulement cela, nous substituons les contacts physiques. Vous allez voir, le papa est là-bas, on se contente tout simplement. Bonjour papa, bonjour maman. Rien que cela pendant des mois. Sans chercher à voir son père, sans chercher à voir sa mère. Alors, c'est plutôt cet effort que nous devons faire. Aujourd'hui, demain, pour ceux-là qui ne le pourront pas aujourd'hui et jusqu'après-demain, le 8 février, si aujourd'hui et demain, vous n'y arrivez pas, chers amis téléspectateurs, alors, personnellement, vous, qui est-ce que vous avez vu il y a longtemps, mais que vous passez votre temps à appeler? Dites-moi. Et que vous avez envie de voir juste pour rester dans la logique, dans la fièvre de cette journée. J'ai beaucoup d'amis que je n'ai pas eu le temps de voir ces temps-ci. Et aujourd'hui, je me suis dit, les 3 jours vont me permettre de rencontrer autant que possible. J'ai déjà fait même la liste. Et je me suis dit, oui, cette liste, ceux-ci, je vais essayer de faire l'effort de les rencontrer. Je vais essayer de faire l'effort. Ça peut être peut-être un petit déjeuner, ça peut être juste un petit pot qu'on va partager ensemble. C'est important aussi dans notre vie. Le monde n'est pas que virtuel. Il est aussi physique. Réel. Un peu comme vous et moi sur ce plateau. Alors, mais si vous avez affaire à un ami, à un parent qui est vraiment très loin, un peu comme qui a à Nati Tengou, à Tukuntuna, et vous, à Cotonou, comment vous faites? À Nati Tengou, les appels se poursuivent. Oui, les appels se poursuivent. Les appels vont se poursuivre. Là, il n'y a pas de problème. Mais tout au moins pour ceux qui sont autour de vous, pour ceux qui sont avec vous, pour ceux qui vivent même dans les mêmes maisons que vous, c'est le moment de faire cet effort. Pour ne pas continuer d'être malade du virtuel. Sinon que le téléphone en lui-même, il n'est pas dangereux, il n'est pas mauvais. Il n'est pas mauvais, pas du tout. Et c'est très utile dans notre vie. On ne peut pas vivre sans le téléphone, ce n'est pas possible. Nous ne pouvions plus vivre aujourd'hui sans le téléphone portable. Mais pendant qu'il y a le téléphone portable, pendant que nous utilisons, nous sommes dans notre monde virtuel, pendant que nous créons plein d'amitiés. Facebook nous donne 5000 amis virtuels. Nous avons aussi d'autres amis qui sont des amis physiques auxquels nous devons penser. Merci beaucoup, Noah Agbafa. À moins que vous ayez encore quelque chose à partager avec nos populations. En tout cas, le téléphone aujourd'hui a de l'emprise sur quasiment toutes les couches de la société, aussi bien les enfants, oui, ça gagne le monde des enfants, les adolescents et les adultes, on n'en parle plus. Et même les vieilles personnes, je ne vous dis pas, même après 60 ans, on devient de plus en plus accro à son téléphone portable. Ce qui fait qu'il n'y a même plus de réunions à la maison. Vous allez voir des familles, ils ont juste un groupe WhatsApp et on ne se voit même plus. Mais comment vous expliquez ça où c'est une famille, il n'y a que quelques membres et puis voilà, on crée un groupe WhatsApp et de telle sorte que le contact physique n'existe plus. Mais comment on peut être frère? Lorsqu'on ne se piétine pas, comment on peut être frère? Parce que dans le monde virtuel, tout est beau, comme je le dis. On rit, mais on ne se piétine pas. Oh, c'est lorsqu'on se piétine qu'on se connaît mieux. On dit donc merci à cet écrivain qui a initié cette journée, n'est-ce pas? Merci d'être passé nous voir, Noah Agbafa. Je rappelle que vous êtes docteur en système d'information et vous êtes très souvent sollicité sur cette chaîne pour des informations liées aux TIC, nouvelles technologies, tout simplement. Le grand rendez-vous, si c'est à l'instant même que vous venez de nous rejoindre, vous êtes bienvenue, vous n'avez encore rien perdu, puisqu'il reste encore beaucoup de choses à découvrir. Et comme nous parlons d'éthique avec Noah Agbafa, restons dans cette même dynamique pour accueillir ActuWeb, les gares, nos amis, nos collègues de la rédaction web de l'Office.
Alors, après la rubrique Expert, c'est bien Actu Web. Maurice Tonton, bonsoir. Bonsoir, Karamat. Bonne mine ce soir. Oui, comme toujours. Hein. Oui, comme toujours, ça je l'ai bien remarqué. Et ça fait du bien de garder toujours le sourire, d'avoir bonne mine. Hein. Absolument. Oui, c'est toujours bien. Alors, dites-moi rapidement, puisque vous êtes un acteur de la toile. Aujourd'hui, demain et après-demain, c'est la journée sans téléphone. Enfin, qui dit téléphone dit aussi ordinateur et tout. Qu'est-ce que ça vous fait que de savoir qu'il y a une journée comme ça? Enfin, c'est la 18e édition. Oui, ça fait du bien. Moi, j'ai suivi votre invité tout à l'heure. Je pense qu'il a tout à fait expliqué l'intérêt de cette journée-là. Parce qu'aujourd'hui, on a tendance à séparer le monde physique, à se détacher complètement du monde physique qui est quand même le monde qui est encore réel, et à s'accrocher à notre téléphone portable et à ce monde virtuel-là. Il faut faire extrêmement attention. Je pense que pour ceux qui sont vigilants, et vous allez voir dans les sujets que je vais aborder tout à l'heure, il faut davantage se détacher les week-ends, peut-être éteindre son téléphone pour pouvoir se reconnecter à la réalité de la vie. Mais si entre-temps, votre patron devrait vous joindre pour quelque chose d'urgent, ça va être compliqué. On ne va pas s'attarder sur ça. Je vais vous laisser donc nous parler de vos sujets aujourd'hui. Vous en avez retenu 2. Pour nos amis téléspectateurs, alors Maurice Tonton va nous parler des anciens employés de Facebook et Google qui alertent sur les dangers des nouvelles technologies. Et on en parlait, on y va? Absolument. Donc, inquiet des effets néfastes des réseaux sociaux et des smartphones, il y a plusieurs anciens employés de Facebook et de Google qui ont décidé de se mettre ensemble pour dénoncer les sociétés qu'ils ont contribué à créer eux-mêmes. Vous voyez ce que je dis. Donc, pour ce faire, ils ont créé un groupe qu'ils ont appelé Center for Human Technology, ce que veut dire Centre pour une technologie humaine, et projet de faire pression auprès des autorités pour obtenir une réglementation contre l'addiction aux réseaux sociaux et de lancer une campagne de sensibilisation dans 55 000 établissements scolaires publics aux États-Unis avec l'organisation à but non lucratif qui s'appelle Common Sense Media. La campagne est intitulée « La vérité sur les nouvelles technologies » et elle recevra 7 millions de dollars de Common Sense et des fonds réunis par le Center for Human Technology. Il faut dire qu'il y a depuis quelques mois la place prise par les entreprises de la Silicon Valley dans la société et dans la vie de leurs utilisateurs inquiète. Et au mois de novembre déjà, l'un des tout premiers employés de Facebook avait tiré la sonnette d'alarme sur les dangers que représentent les réseaux sociaux. Et cependant, c'est pour la première fois qu'un groupe d'anciens employés des entreprises des nouvelles technologies se constituent pour dénoncer les dangers. C'est pour vous dire que les nouvelles technologies, c'est bien, mais il faut faire énormément attention face à leur addiction. Et nous avons suivi une actualité sur une de ces chaînes étrangères où ces grands-là qui ont mis en place, qui ont créé ces réseaux sociaux et tout, apparemment, ils se sentent un peu coupables d'avoir... Oui. Parce qu'ils ne s'attendaient pas à ce que ça prenne cette envergure, cette allure-là aujourd'hui. Oui. Est-ce qu'on va dire qu'ils ne s'attendaient pas? Mais je pense que peut-être qu'ils n'avaient pas mesuré cette ampleur, parce que je pense qu'ils ont travaillé aussi sur les techniques pour amener les gens à être addicts de ces technologies. Aujourd'hui, chaque fois pour nous amener, pour pousser à toujours être là, à toujours aller sur les réseaux sociaux, à toujours être accroché à notre téléphone. Mais on se rend compte que les dégâts sur le cerveau humain, sur notre comportement humain sont énormes. Donc, et le drame, c'est beaucoup plus sur les enfants. Sur les enfants, surtout sur les enfants. Et c'est pour cela que la responsabilité des parents est extrêmement engagée aujourd'hui. Il faut retarder, moi je dis qu'il faut retarder au maximum l'âge de contact de l'enfant au téléphone portable, l'âge pour envoyer l'enfant sur les réseaux sociaux. Vous savez, aujourd'hui Facebook dit qu'il faut avoir 13 ans avant de créer un compte, mais il y a beaucoup d'enfants qui à 10 ans, à 11 ans, mentent sur leur âge et se créent... les parents, voilà. Et les parents même vont... La responsabilité des parents qui est interpellée là. Voilà, absolument. D'accord. Alors, merci beaucoup. Alors, nous passons à cette information. Là, c'est du côté football, un joueur, ou bien c'est ça, foot. C'est bien ça, c'est football. On y va, un joueur qui trompe un club
En faisant quoi concrètement? Il s'agit de qui, ce joueur? Il s'agit on peut dire que c'est un escroc et un génie à la fois. Il s'appelle Barclay Miguel Panzo et il est parvenu à signer un contrat professionnel avec un club de football grâce à de fausses informations inscrites sur sa page Wikipédia. Il se présente comme un... Comment il s'y est pris? J'ai bien envie de comprendre. Oui, mais il a... Ces gens qui utilisent Internet pour... Oui, on parle de Wikipédia, donc qui est une encyclopédie libre et collaborative qui est sur Internet. Donc, c'est-à-dire n'importe qui peut venir et faire des contributions, mettre de l'information sur cette encyclopédie. Il avait une page Wikipédia, il est allé sur la page et il a ajouté de fausses informations. Il s'est présenté ainsi comme un international angolais qui a joué dans le club anglais de Queen's Park Rangers. Et il a mis parmi ses exploits qu'il a marqué 45 buts en 36 matchs, alors qu'il n'avait jamais évolué dans le championnat anglais. Et donc, le club lituanien qu'il a recruté ne s'est pas rendu compte de la supercherie. Il lui a signé un contrat pro et c'est bien après... Et à quel moment ils se sont rendus compte parce que les supporters de ce club-là ont découvert qu'il n'avait pas de passé en première ligue parce que le club l'a présenté comme étant un ancien joueur de Première Ligue et comme étant un international angolais. Les supporters les plus vigilants se sont rendus compte que en fait c'était faux. Il y a un intrus. Il y a un intrus. Il y avait une supercherie. Et je parle de cette information et selon l'équipe, le magazine L'équipe qui est spécialiste dans le sport, Miguel Panzo n'est pas à son premier coup d'essai. Dans le passé, il avait déjà menti sur son expérience pour rejoindre un club. Et j'en parle parce que aujourd'hui beaucoup de gens utilisent Wikipédia et il faut faire extrêmement attention avec cette encyclopédie. Comme je le dis, elle est ouverte et collaborative, c'est-à-dire moi je peux venir et renseigner des informations. Donc c'est participatif. Donc il faut faire beaucoup attention à tout ce qu'on envoie. N'importe qui peut venir et ajouter de fausses informations et ça peut prendre du temps avant qu'on ne remarque que c'est une fausse information. Et après, il y a possibilité de retirer Absolument, ces informations fausses qui sont... Oui. C'est pour cela que c'est participatif. Quand un membre de la communauté remarque que l'information qui est renseignée est fausse, et il peut corriger. Voilà. D'accord. Alors, merci beaucoup Maurice Tonton. Merci Karamat. Oui, c'est moi. Avant de vous laisser partir, qui est-ce que vous avez envie de voir physiquement, de toucher? Quelqu'un de très cher à vous, un parent, un ami, quelqu'un avec qui vous avez peut-être fait le collège. Enfin, ça c'est pour cette journée. Hein. C'est pour la journée du... Oui, aujourd'hui, demain et après-demain, c'est la journée mondiale en plus, sans téléphone mobile. Là, il ne s'agit vraiment plus d'appeler, mais c'est juste, il fallait que je te voie et je suis venue te voir. Là, tout de suite, peut-être à un ancien professeur. Ah oui. Classe, oui. On lui rend hommage? Oui, mon professeur, je vous en donne l'occasion. Oui, il m'a gardé en seconde et en première, en terminale aussi, en économie. Il s'appelle Odilon Baloïcha. Je crois qu'il est actuellement cadre au ministère des Transports. Oui, je crois. D'accord. Donc, je Donc profite de l'occasion. faites l'effort de le voir. Je vais essayer, on va... Non, pas s'appeler, mais le voir entre aujourd'hui et le week-end. C'est un défi, il faut le faire, il faut le relever. Merci beaucoup à vous, tonton Maurice, collègue donc, du service web de l'ORTB. C'était donc avec lui ces deux informations sur la toile. Regardez l'heure, c'est l'heure pour vous de suivre le 19h45 avec Nadège Soni. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce 19h45. Ce sera une réalité d'ici quelques mois. Le projet de contournement de Cotonou Nord-Est entre dans sa phase opérationnelle. Les appels d'offres ont été ouverts ce lundi. Les eaux usées du lycée technique sino-béninois polluent l'environnement et créent des désagréments aux riverains. Ils ont exprimé leur mécontentement à travers un sit-in. Le savez-vous, le téléphone portable utilise des ondes électromagnétiques qui pourraient avoir des effets néfastes sur la santé. Quelles sont ses conséquences? On en parle.
L'école polytechnique d'Abomey-Calavi souffle ses 40 bougies. À cet effet, le vice-recteur chargé de la recherche universitaire à l'UAC a lancé officiellement ce lundi à l'amphithéâtre Idriss Déby Itno les journées scientifiques. Les réflexions tournent autour du thème « Valorisation de la biomasse et des déchets en Afrique de l'Ouest, contributions scientifiques et défis ». Des conférences plénières, des ateliers thématiques avec communications orales et une exposition de produits issus de la recherche sont prévus pour meubler ces 3 jours de réflexion. Le projet de contournement de Cotonou Nord-Est amorce une étape décisive de sa concrétisation. Les plis des soumissionnaires à l'appel d'offres ont été ouverts hier lundi au ministère des Infrastructures. Rosemond Tiakbe et Roch Akweno nous font le point. Un appel d'offres pour cette plie réceptionnée dans le cadre de la construction du contournement Cotonou Nord-Est. Tel est le compte rendu du cabinet de maître Dako, huissier de justice, requis à cet effet. En présence des représentants des différents soumissionnaires, les plis ont été ouverts et soumis séance tenante à la première phase de vérification, celle de la conformité des pièces. Mais on peut déjà retenir que la plupart des dossiers ont un défaut d'attestation de non-faillite. Il y a une commission dédiée qui va vérifier l'authenticité et la validité de ces pièces-là. Après ce dépouillement, l'évaluation proprement dite par l'équipe du consultant français recruté et les cadres du ministère devra aboutir dans un bref délai à la désignation du futur concessionnaire. En espérant avoir un premier rapport qui sera remis au ministère mercredi pour qu'on puisse en discuter avec les plus hauts responsables, j'espère ce vendredi, et avoir une tendance, voire une décision de prise fin de cette semaine, qui devra de tous les cas être validé normalement au Conseil des ministres de la semaine prochaine. L'enjeu étant de commencer à travailler à partir de la 3e semaine de février sur le projet proprement dit et sur donc le chiffrage et les montages financiers. Le directeur général des infrastructures présente brièvement l'itinéraire du projet. Mais je peux dire que ce projet prend son ancrage au niveau du carrefour Pota à Abomey-Calavi, longe la berge. Ensuite, au niveau du pont de Djonou, il y a une bifurcation qui nous permet de passer par Godomé, Koulakomé, jusqu'à traverser la lagune de Cotonou. Nous tombons sur le quartier que nous appelons Agbator. Et au niveau d'Agbator, il y a un barreau qui vient directement longer le cimetière d'Akwakwa. Et après le cimetière d'Akwakwa, il y a un couloir entre l'église qui passe non loin de l'église catholique Saint-Charbel et le barreau est implanté là et qui ressort pour rattraper le boulevard de la Marina ici. Après Agbator, nous continuons. On longe la berge jusqu'à Sekandi. Et au niveau de Sekandi, nous détournons de la berge. Et puis, on se raccorde un peu en parallèle au niveau du poste de péage d'Ekpé. Et de là, le contournement vient en parallèle à la route nationale inter-État numéro 1 jusqu'au carrefour de Semenkoji. Contournement Cotonou Nord-Est, bientôt une réalité. Un projet du programme d'action du gouvernement qui pourrait booster l'économie béninoise. Toujours dans l'actualité, les populations environnantes du lycée technique sino-béninois d'Akasato sont en colère. Ils ont organisé un sit-in ce lundi pour dénoncer les désagréments que leur causent les eaux usées de ce complexe. Simon Villon et Marcel Arossi pour plus de précision. Elles sont mécontentes et elles l'ont manifesté très tôt ce lundi matin. Les populations riveraines du lycée technique sino-béninois d'Akasato étaient dans la rue, postées devant le lycée. Elles déplorent le silence des autorités face au désagrément des eaux usées rejetées par les fosses de ce complexe. La présenterie a assez duré dans ce quartier. Les gens ne nous prennent pas au sérieux. Nous allons faire de grands tapages contre les responsables de ce lycée. Ils ne nous prennent pas au sérieux. Mais quand on va commencer par faire
notre désordre, je suis sûr que les responsables vont nous écouter. Le lycée nous cause beaucoup de dommages parce qu'on ne peut pas faire les allers-retours, on ne peut pas aller au marché parce qu'il y a l'eau du Pisa de lycée qui coule sur la voie publique. Tous les jours, il y a les enfants qui tombent dedans. On enregistre au moins 5 enfants par jour qui tombent dedans dans l'eau là. Il y a les émidjamans qui ne peuvent pas aller et revenir normalement. On ne peut pas circuler normalement. La voie est complètement dégradée. C'est sale et ça pue. Et le comble, l'eau ne disparaît jamais de là. Difficile de dormir, difficile de circuler et puis difficile de respirer. C'est pas normal qu'un établissement public dégrade la voie, incommode les populations et puis nous empêche de vivre quasiment. Alors que quand on demandait de libérer les espaces publics, c'est pour mieux circuler, avoir une bonne visibilité et puis vivre dans un cadre viable. Alors que là, nous ne vivons pas du tout dans ce cadre. Cette sortie de la population a suscité la descente sur le terrain de plusieurs responsables. Proviseurs du lycée incriminé, délégation ministérielle, chacun se prononce en ce qui le concerne. C'est un problème hautement technique et pour ne pas tomber dans les pièges du passé, il faut un peu de temps. C'est une situation qui demande beaucoup de sous. Ce n'est pas un problème qu'on peut régler avec 100 000, 200 000 francs. Et il faut des techniciens pour venir réfléchir. Nous avons fait ce qu'on peut faire. Nous avons déjà essayé de circonscrire la situation, mais nous ne sommes pas directement autorisés à apporter les solutions efficaces, étant donné qu'il y a une direction des infrastructures qui doit s'occuper de ça. Il faut dire que si les eaux usées créent des désagréments à la population, ils sont en droit de réagir. Nous n'avons pas le droit de faire ça. C'est pourquoi le CODIA a été très sensible à leurs difficultés et nous a dépêchés sur le terrain. Et qu'est-ce que nous pensons faire? Nous devons régler la question afin que la population soit soulagée. Ce sont les Chinois qui ont exécuté ce chantier. Et donc, nous devons pouvoir retrouver le plan de recollement pour savoir où sont passés les différents canaux, les différentes canalisations pour la gestion des eaux usées dans la maison. Donc, après ça, nous allons essayer donc de détecter, d'auditer le système, le mécanisme de gestion des eaux usées pour voir là où ça dysfonctionne. À ce niveau-ci, on ne peut pas parler de manque de moyens et autres. Non, c'est d'abord l'audit du mécanisme, du système qu'il faut faire et peut-être que la solution ne coûtera pas grand-chose. La détermination semble en tout cas plus forte que jamais dans le rang des populations riveraines. Elles n'attendent que soulagement. Téléphone portable, encore appelé cellulaire ou mobile, cet outil de communication a révolutionné le quotidien de tous. En effet, le téléphone portable utilise des ondes électromagnétiques qui ne sont pas sans conséquences sur la santé. Jules Akoikou et Yasmine Damata ont cherché à savoir les pathologies liées à l'utilisation du téléphone portable. 2G, 3G ou encore 4G et bientôt 5G. La révolution du téléphone portable ne cesse d'impressionner ses amoureux. Il passe aujourd'hui d'un simple instrument de communication à un objet à tout faire. Ils ont pratiquement toute la journée parce que c'est seulement si j'ai un client ou bien si je veux dormir la nuit, je laisse le téléphone à la charge. Et déjà à 8 heures, je suis encore au boulot, donc je suis connecté au Wi-Fi. Je suis tout le temps avec mon téléphone en fait. Moi, je suis un artisan. Donc, avec mon téléphone portable, j'arrive à joindre automatiquement mes clients. Quand je le perds 5 minutes, c'est comme si je ne suis plus dans la vie. Je n'arrive pas à rester sans mon portable pendant 2 jours. Vraiment, je suis stressée. C'est comme si il y a un truc qui me manquait. Je ne me sens pas bien, quoi. Je me dis qu'il y a des trucs qui partent, des offres d'emploi que je rate, des trucs comme ça, quoi. On arrive aujourd'hui à faire beaucoup plus de choses avec un smartphone qu'on peut le faire sur un ordinateur. Ce qui fait qu'aujourd'hui, moi, mon téléphone est tout le temps près de moi. Un outil de travail, un compagnon.
Selon une récente publication, 66% de personnes en sont dépendantes. Cela s'appelle la normophobie, une surutilisation qui n'est pas sans conséquence sur la santé. Celui qui ne peut faire 30 minutes sans s'accrocher à son téléphone portable, ça commence par devenir une addiction. L'individu qui ne communique que par ça, il perd en amont, je l'ai dit tantôt, mais il y a des conséquences sur sa santé. Les ondes émises par ces téléphones peuvent créer beaucoup de dégâts sur le système visuel, mais également sur le système nerveux central. Les effets à long terme de l'utilisation abusive du téléphone portable sur le système nerveux central va se traduire non seulement par le développement de cancer. La maladie de Parkinson, on ne le sait pas encore très bien. Vous savez que c'est une maladie qui, le principal neuromédiateur, c'est la dopamine. On sait que ça peut engendrer à long terme beaucoup de maladies neurodégénératives. Pour celui qui est accro à l'utilisation des téléphones portables, il y a un manque d'attention assez important, surtout pour les jeunes qui étudient. Ça peut réduire leur capacité de mémorisation. Pour contourner cette dépendance, certains jeunes font recours à des astuces. J'arrive à l'éteindre de temps en temps dans la journée. Des fois, quand j'ai envie de faire ma sieste, moi j'éteins le téléphone carrément. Quand tu vas au boulot, par exemple, il y a certains boulots, tu ne dois pas utiliser ton téléphone. Donc, on essaie de faire avec. Tu restes là de 8h à midi, tu ne peux pas utiliser le téléphone. Donc, on apprend petit à petit, à cause du boulot aussi. Avec la mondialisation, le téléphone reste et demeure aujourd'hui un outil incontournable de travail. Mais ne pas en abuser serait l'idéal pour préserver sa santé. Page internationale à présent, la marge nette d'intérêt des banques commerciales opérant au sein de l'Union économique et monétaire ouest-africaine a connu une amélioration en 2017. Après avoir baissé à 1,6% en 2016, la moyenne d'intérêt des banques est passée à 1,11% en 2017. Au cours du dernier trimestre 2017, il a même atteint le niveau moyen de 1,8%. Cette amélioration augure de ce que le revenu net d'intérêt du secteur bancaire est aussi en hausse, d'autant que la moyenne mensuelle des crédits bancaires mis en place par les banques a atteint 1036 milliards de francs CFA, un niveau record depuis 2014. Au Kenya, la valeur des exportations de thé est prévue pour atteindre 135 milliards de shillings, soit 650 milliards de francs CFA en 2018. D'après le directeur kényan du thé, cette progression en valeur devrait être stimulée par une hausse des exportations qui repose sur l'hypothèse d'un rebond de la production de la feuille en 2018 du fait de meilleures conditions météorologiques. Ainsi, la récolte du thé devrait se chiffrer à 452 000 tonnes cette saison contre un volume réduit à 439 850 tonnes enregistrées en 2017 en raison de mauvaises conditions météo durant le premier trimestre. Ainsi s'achève cette édition. Merci de votre fidélité. À bientôt. Merci, c'était donc avec vous le 19h45. On vous souhaite de passer une agréable soirée chez vous. Alors, on rappelle des titres rapidement pour les deux panels qui nous restent à venir. Vous êtes une femme ronde et vous semblez complexée par votre physique. Plus de soucis à vous faire désormais. Nous avons ici des astuces pour vous aider à assumer votre rondeur. Et puis, vous souffrez de la prostate ou vous en avez souffert, dites-vous qu'une rééducation est bel et bien possible si entre-temps cet organe a été supprimé. Nature et bien-être s'en charge avec le docteur Josué Avakudjo, le docteur qui est déjà dans ce studio qui va s'installer. Mais avant, on dit voilà, que c'est nature et bien-être.
parle cancer de la prostate. Je vous invite d'abord, chers amis, à suivre ce reportage de Rekiat Bankoto sur le cancer et on revient en débattre sur le plateau avec le docteur Avakoujo. Considéré il y a quelques années encore comme la maladie d'une certaine catégorie de personnes, le cancer fait de plus en plus ravage touchant toutes les couches de la population. Plusieurs types de cancers sont répertoriés au Bénin et pris en charge au Centre national hospitalier universitaire Hubert Kutukumaga de Cotonou. C'est une maladie qui évolue en sourdine. C'est une maladie silencieuse. Et lorsque l'on découvre le cancer à une étape précoce, la possibilité d'en guérir est très forte. Mais lorsque malencontreusement on la découvre à une époque tardive, eh bien, il n'y a plus possibilité de sauver la personne atteinte du cancer. Que cette année qui s'achève pratiquement, qu'il y a de plus en plus une nette progression de ces différents cancers dans notre pays. Le cancer du foie, par exemple, c'est un cancer qui est très fréquent. Il est classé en deuxième position chez les hommes et en troisième position chez les femmes. Le cancer constitue un véritable obstacle au développement et freine les avancées économiques des pays du monde entier. D'ici 2030, les pays en voie de développement seront les plus touchés par les 21,4 millions de cancers estimés par an. L'Association franco-béninoise de lutte contre le cancer a donc décidé d'organiser une journée de sensibilisation à l'endroit des populations béninoises afin de mieux les informer du cancer de type digestif. C'est une journée où il y aura plusieurs communications. Nous en aurons au moins 4. Des communications qui seront présentées par des spécialistes dans le domaine. La première communication parlera des facteurs de risque et des signes d'alerte. Ensuite, il y aura une communication sur les cancers de l'œsophage, les cancers du foie et les cancers du côlon. Le poids financier auquel les patients atteints de cancer font face est conséquent qu'il s'agisse des dépenses directes ou des pertes de revenus. Selon l'OMS, le coût du cancer devrait atteindre 458 milliards de dollars d'ici l'horizon 2030. La journée du samedi 5 décembre devrait permettre de briser le voile de silence qui entoure le cancer par une large sensibilisation en vue de son appropriation. Voilà, plusieurs types de cancer. Voilà, le cancer, cette tumeur maligne, tout simplement. Nous avons avec nous le docteur urologue Avakoujo qui va donc nous entretenir sur les manifestations, les causes et aussi possibilités de prise en charge quand on souffre du cancer de prostate ou quand on en a souffert auparavant. Docteur, bonsoir. Bonsoir madame, bonsoir téléspectateurs. Le cancer de la prostate, comme nous l'avons dit il y a quelques semaines, c'est le cancer de l'homme, puisqu'il n'y a que l'homme qui dispose... Qui possède cet organe. Voilà, c'est un organe uniquement masculin. Et donc c'est le premier, en termes de cause de décès par cancer chez les hommes, ce cancer est le premier en Afrique de l'Ouest. Et à quel moment cet organe commence par poser un problème pour l'homme? Cet organe s'exprime vers la cinquantaine chez l'homme et peut se traduire par des signes urinaires, c'est-à-dire qu'il y a des anomalies de la miction, telles que la fréquence des urines qui devient plus fréquente, telles que l'aisance pour uriner disparaît, l'homme doit faire des efforts de pousser du ventre pour pouvoir uriner, ou alors le jet mictionnel, quand il sort, n'est plus unique, c'est plusieurs jets urinaires qui sortent. Et qu'est-ce qui cause alors ce mal? Dans le développement du cancer de la prostate, il y a une augmentation du volume de la prostate. Et cette augmentation de volume va entraîner initialement, selon le site où le cancer se développe, peut entraîner donc une difficulté à l'expulsion des urines. Et donc, lorsque les voies urinaires, que nous appelons urètres, sont touchées, cela peut également être annoncé une maladie de la prostate. A priori, on ne peut parler de cancer qu'après avoir fait un prélèvement de la cellule de la prostate et l'avoir soumis à l'examen d'un médecin expert, que nous appelons anthropathologiste. Donc, avant donc examen, on peut donc traîner ce mal sans s'en rendre compte, c'est ça? Malheureusement, nous avons plusieurs patients qui viennent pensant que c'était un diabète.
Alors que c'était un cancer de prostate. Parfois, c'est une infection sexuellement transmissible qui a occasionné un rétrécissement du tuyau de l'urètre et le patient a les mêmes symptômes, presque comme un homme qui a souffert de cancer de prostate. Et malheureusement, on prend l'un pour l'autre. Nous avons beaucoup de fausses informations parfois qui circulent, qui fait que nous avons un retard à l'accès aux soins urologiques. Donc ça veut dire qu'à partir d'un certain âge, quand on est un homme, déjà la cinquantaine, il faut déjà entreprendre les démarches, aller vers donc, un urologue pour un prélèvement. Si vous avez 60 ans, je parle aux hommes qui nous écoutent, et que vous n'avez pas vu un urologue depuis 10 ans, vous avez 10 ans de retard. Depuis 50 ans, il lui fallu avoir un urologue chaque année. L'urologue peut décider d'espacer les rendez-vous à 2 ans, selon les résultats préliminaires qu'il va recevoir. Mais sans examen clinique et complété par des examens d'imagerie et d'autres, on ne peut pas dire qu'il y a un cancer. Mais il y a possibilité de se rattraper, et même après de longues années de retard. Il y a possibilité de rattraper, même à tous les âges, on peut dès que l'homme exprime le besoin. Parlez-en à votre médecin généraliste. Voilà. Dites-lui, docteur, je veux contrôler ma prostate, et le médecin généraliste déjà peut entamer les explorations qu'il faut. Et s'il faut maintenant vous orienter vers un neurologue, il le fera. Rappelez-nous, docteur Avakudjo, l'importance de cet organe-là. Cet organe, oui, il est capital. Et si un homme est père, il faut la prostate. C'est l'organe qui est le carrefour des voies urinaires. Donc l'urine passe par la prostate. Également, le sperme, la voie des spermes, que nous appelons voie spermatique, aboutissent dans la prostate. C'est un organe que j'appelle généralement un aiguillère, comme à la gare. Quand l'urine sort, la voie du sperme est obstruée. Quand le sperme sort, la voie de l'urine est obstruée. Il n'y a pas possibilité que les deux soient ouverts au même moment. Sauf en cas de maladie. Donc, c'est un organe qui est capital. En plus, il participe pour au moins 2/3 du volume du sperme. C'est-à-dire que le sperme, le liquide, le volume qui est émis, contient une grande partie du volume issu de liquide sécrété par la prostate et de ses glandes annexes. Et donc, c'est un organe qui est incontournable lorsqu'on veut parler de fertilité de l'homme par les voies naturelles. C'est-à-dire qu'un homme, un enfant conçu dans un rapport sexuel, il faut la prostate. D'accord. Maintenant, parlons-nous, c'est vrai, cet organe-là, il joue un rôle très important dans le fonctionnement de l'organisme de l'homme. Mais quand ça commence par poser un problème, est-ce qu'on peut avoir une idée sur les différentes étapes de gravité de ce mal? Le cancer de la prostate a 2 phases, pour résumer. Nous avons la phase d'une maladie localisée dans la prostate. Le traitement consiste, comme toute maladie grave, à enlever l'organe. Comme quelqu'un qui gangrène du pied ou quelqu'un qui a... Voilà. Cette phase-là, c'est l'opération ou bien de traitement similaire à l'opération chirurgicale qui consiste donc à traiter le mal sur place. L'autre phase, c'est la phase où la maladie a franchi la prostate. En ce moment-là, le traitement chirurgical n'est plus suffisant parce que vous allez certes enlever la prostate, mais vous n'avez plus les moyens chirurgicalement de rattraper les cellules qui ont déjà quitté la prostate. C'est là où d'autres moyens vont venir, comme les médicaments, comme les rayons ionisants. Oui. Donc ça veut dire que même après ablation de cet organe, oui, le traitement doit se poursuivre ou qu'est-ce qu'on... Oui, selon la phase où selon la phase à laquelle le diagnostic est posé, oui, la chirurgie seule peut suffire. D'accord. Imaginez-vous, il y a même des patients qu'on ne paie pas. On fait l'évaluation, nous appelons ça surveillance. Bon, monsieur, il est jeune, il a un certain âge, on a les moyens d'explorer, donc on surveille. Donc il y a une phase de surveillance pour certains patients bien sélectionnés par les urologues. Il y a une phase où la maladie est localisée dans la prostate. À cet effet, le chirurgien ou le radiologue va procéder à la prise en charge localisée de la maladie. Et il y a la phase où la maladie a dépassé l'organe. En ce moment, des moyens plus importants, plus invasifs parfois sont mobilisés. Et quand il vous arrive d'enlever donc cet organe-là, de procéder donc à l'ablation, Monsieur Avakudjo, comment se présente désormais la vie de cet homme-là qui a subi cette opération? Ce que les patients et ce que les patients et leurs familles redoutent, c'est les fuites d'urine après l'opération, parce que l'opération enlève, disons, je vais dire pour caricaturer, le robinet qui draine. Le robinet des urines est enlevé, une partie est enlevée. Et donc cela peut fragiliser la possibilité à l'homme de garder les urines. Donc il peut y avoir des fuites d'urine, mais la technique évoluant, les chirurgiens urologues arrivent maintenant de plus en plus à réduire de façon conséquente le taux de patients
qui ont ces complications. Cela passe par les moyens de vision grandes, cela passe par également des équipements plus modernes. L'autre conséquence dans laquelle les patients redoutent, c'est l'érection. L'érection peut ne pas être conservée après l'intervention. Pas conservée sur une petite durée ou bien pour le reste de la vie, parce que l'homme, il a la possibilité de procréer jusqu'à X âge, hein, oui. Mais déjà à 60 ans, si on lui décèle un cancer de prostate, est-ce à dire qu'il ne pourra plus enfanter? Et si on lui enlève la prostate, il pourra enfanter, mais ce ne sera plus lors d'un rapport sexuel, puisque le testicule, lui, continuera à fabriquer les spermatozoïdes. Donc il faudra alors, mais le tuyau par lequel il sort, ce tuyau-là n'est plus perméable. Donc on peut aller prélever les spermatozoïdes dans le testicule de ce patient-là, mais il ne pourra plus faire d'enfant lors de rapports sexuels, puisque le sperme ne sort plus, il n'y a plus d'éjaculation en fait. Par contre, lorsque le monsieur a une faiblesse sexuelle après la chirurgie, il y a des moyens, il y a des rééducations, il y a des médicaments que nous proposons. Voilà. Et puis, et si cela ne marche pas, il y a des prothèses également qu'on peut leur proposer. D'accord. Et justement, parlant de rééducation, on voudrait bien avoir une idée de comment est-ce que cette rééducation, cette nouvelle vie va donc se présenter. Nous avons deux problèmes. Il peut s'agir de l'incontinence urinaire qui a les moyens de rééducation spécifiques à elle. Par rapport à la faiblesse sexuelle, que nous appelons dysfonction érectile, il y a également des moyens spécifiques à cela. Donc, nos collègues rééducateurs nous accompagnent dans les séances qu'il faut et avec les outils, les moyens modernes qu'il faut pour rééduquer un patient selon qu'il souffre de faiblesse sexuelle ou bien selon qu'il souffre d'incontinence urinaire. Est-ce qu'il peut arriver qu'un patient souffre des deux? Il peut arriver. Vous en rencontrez parmi vos patients, docteur? Oui, on en rencontre. Mais vous savez, dans cette affaire, il faut se dire, c'est la vie que nous sauvons. C'est ça. Et parfois, vivre avec un handicap vaut mieux que mourir. Et donc, si, malgré tous les moyens que nous avons, le patient vit, qu'il peut gagner 20 ans, 25 ans, 30 ans en famille, nous pensons que cela peut être le prix à payer, moyennant quelques incommodités qui peuvent être incontinence urinaire. D'accord. Et quand vous parlez de vivre avec son mal plutôt que de mourir, enfin c'est l'option la meilleure plutôt que de sacrifier sa vie, ça fait partie donc, c'est un des éléments de ce package qu'on met dans rééducation après ablation du cancer de la prostate. Oui, il y a aussi l'insertion. Il y a certains patients dont, surtout quand la phase est métastatique, quand la maladie a avancé, certains patients n'ont plus la capacité physique de faire certains travaux. Et donc, l'implication des employeurs, de la famille, peut être sollicitée pour leur ajuster l'effort qu'ils ont à effectuer. Donc ils deviennent faibles. Certains deviennent faibles parce que les médicaments qu'ils prennent... D'accord. Donc, du coup, docteur, quels sont ces conseils-là que vous avez à prodiguer à tous ces hommes qui sont concernés et qui nous suivent de près comme de loin? Déjà, dit que le cancer n'est pas l'affaire d'une seule personne. Le cancer est l'affaire aussi bien du chirurgien urologue que du nutritionniste. Parce que votre alimentation va se modifier. La famille doit vous accompagner parce que celui qui a un cancer, il est vulnérable. Il est vulnérable et ils sont exposés à toute offre de soins. Ils sont amenés chez tel, chacun propose le remède miracle. Mais dites-vous qu'un cancer n'est pas l'affaire de ce spécialiste. C'est un collège de médecins qui s'occupe d'un patient qui souffre d'un cancer. D'autant plus qu'un patient à cet âge-là a réellement une seule maladie. Parfois, il y a l'hypertension qui est associée, parfois, il y a le diabète qui est associé, parfois, il y a des rhumatismes. Donc, c'est plusieurs médecins qui se mettent ensemble pour gérer un patient qui souffre d'un cancer. Docteur, après ablation donc, du cancer, de la prostate ou du cancer de prostate, oui. Une rééducation, une vie est possible. Oui, une vraie vie, une vie épanouie. Oui, parfaitement. Nous avons des grands hommes de ce pays, de ce continent que je rencontre parfois, avec eux, discutent, qui prennent des décisions vitales pour vous et moi. Je pense que ce n'est pas une fin en soi. Au contraire, nous sommes là, la médecine est là pour apporter des solutions aux maux des patients. Voilà. Donc, n'ayez pas peur de vos urologues, allez les voir. S'ils n'ont pas les moyens, nous vous dirons qu'ils n'ont pas les moyens. Mais c'est un collège du chirurgien piloté par les urologues
qui prennent en charge les cancers de la prostate. Merci beaucoup, docteur. Je vous en prie. Vraiment, merci d'être passé pour ces informations utiles pour nos hommes. Enfin, on ne peut pas vivre sans vous, les hommes, et c'est très important d'être donc au parfum de toutes ces informations. Mesdames, Messieurs, après donc nature et bien-être qui s'est penché, santé aujourd'hui, nous allons parler de la beauté. Elonia d'Almeida, regardons, nous passons donc à beauté au pluriel. Elle va me rejoindre tout à l'heure, et elle, Elonia d'Almeida, et son invitée tout à l'heure, Madame Nancy Anani. Nous allons parler des beautés rondes, tout simplement. Mais avant, Elonia d'Almeida est allée sur le terrain pour nous recueillir ceci. On regarde. Elles arborent des courbes voluptueuses. Elles assument aussi chaque centimètre de leur corps, mais sont bien souvent considérées comme hors normes. Aujourd'hui, les femmes rondes cassent les standards de beauté traditionnels et veulent faire entendre leur voix. À la base, j'ai une forte poitrine, j'ai la taille plutôt marquée et des hanches assez développées. Donc en général, j'essaie de mettre plus en valeur ma taille parce que la poitrine, je pense qu'on la remarque très bien. Donc je ne mets pas très souvent des robes, mais quand je vais sortir, je mets quand même des robes qui mettent en valeur ma taille. Représenter les femmes rondes, pour moi, c'est important parce que déjà, quand j'ai commencé, je n'étais pas si mince que ça non plus. Enfin, je devais porter du 38, quelque chose comme ça. Et en fait, je remarque que c'est toujours des modèles très filiformes qu'on représente, alors que la femme réelle n'est pas du tout comme ça. Et je pense que ça peut complexer en fait à un moment. Donc j'essaie de montrer que quelle que soit notre forme, on peut être fier de l'avoir et que ça n'empêche pas qu'on est belle. Concours de beauté et élection de femmes rondes en tout genre, le concept de la femme XXL se développe à travers le monde et même au Bénin. La femme ronde fait vendre, d'où l'apparition de mannequins et de marques grande taille. Il n'y avait pas d'offre en termes de prêt-à-porter pour les tailles à partir de la taille 44 et que on était toujours, en allant dans les prêt-à-porter, donc dans les boutiques en ville, on nous orientait toujours vers le marché, et au marché c'était des boubous ou des tenues en griffe de grand-mère où il fallait mettre des volumes de tissu, et moi ça ne me plaisait pas du tout. Je suis une femme de mon temps, j'ai envie de m'habiller, d'être aussi belle, d'être aussi sexy, d'être aussi intéressante, éblouissante qu'une femme mince. Et donc je me suis dit, puisque l'offre n'existe pas, pourquoi ne pas créer cette offre? Et c'est ce que j'ai décidé de faire, donc en créant des vêtements, mais de la taille disponible, de la taille 38 jusqu'à la taille 50. Pour les grandes tailles, en général, c'est cher, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas forcément... En fait, ils ne pensent pas vraiment aux femmes grande taille, donc les vêtements qu'on trouve ne sont pas forcément des trucs qui nous plaisent. Et si on veut réellement trouver quelque chose qui nous plaît, il faut vraiment y mettre le prix. En attendant des prix plus raisonnables sur le marché, le monde du prêt-à-porter grande taille gagne du terrain. Concevoir des vêtements sexy tout en étant élégants reste l'objectif numéro 1 de l'offre en matière de prêt-à-porter grande taille. Voilà, des femmes qui passent ou qui sont passées de l'ombre et qui se retrouvent aujourd'hui sous les projecteurs. Vous êtes ronde, alors aujourd'hui, plus de soucis à vous faire. Elonia d'Almeida, bonsoir. Bonsoir Karamat. Alors vous les avez rencontrées, vous les avez vues, elles m'ont l'air vraiment à l'aise. Oui, bien dans leur peau. Elles assument leur rondeur. Le constat qu'on fait, c'est que tout le monde ne peut pas être mince, tout le monde ne peut pas avoir la taille mannequin. Donc ce soir, nous avons Nancy Anani, qui est présidente du comptoir des rondes. D'accord. Donc bonsoir madame. Madame, bonsoir. Bonsoir madame. Oui. Alors dites-nous, qu'est-ce que la femme ronde? On comprend quelle taille, hein? C'est compris entre quelle taille et quelle taille? La femme ronde, en général, c'est compris entre 38 et 50, généralement aujourd'hui. D'accord. Alors, qu'est-ce que les hommes, généralement, aiment dans la femme noire, ronde, aujourd'hui? Est-ce que vous pouvez nous dire? On parle généralement de femmes généreuses. Oui. Et la poitrine et, bon,
je vais dire. Le fessier, quoi. Voilà, le postérieur. Le postérieur. Alors, au sein de votre association, vous faites des élections. Comment ça se passe? C'est vous qui allez au-devant de ces femmes rondes ou elles viennent vous voir? Bon, il faut dire que le comptoir n'a pas encore organisé d'élections Miss aujourd'hui. On participe aux élections qui sont déjà organisées sur le terrain, oui, au Bénin. Donc, on présente des filles. On est environ 60. Il y en a celles qui veulent participer, elles se manifestent et on va les soutenir lors des élections. Donc, on ne sait pas en réalité comment ça se passe derrière. D'accord. Mais finalement, qu'est-ce qu'il faut Est-ce que c'est des concours qui permettent à ces femmes rondes de se sentir mieux? Qu'est-ce que ça apporte finalement à la cause des femmes rondes? Oui, je peux dire que ça permet d'abord de réduire grandement le complexe. Parce que beaucoup de femmes rondes n'aiment pas sortir. Elles se disent quand on sort, surtout au Bénin ici, on sort, les hommes crient, les gens crient. Ah, tu es trop grosse, tu es trop ceci. Et bon, je pense que quand elles se présentent, il y a déjà un public. Oui. Celles qui n'arrivaient pas à sortir commencent à sortir déjà. D'accord. S'habiller, bon, il ne faut pas trop s'habiller, couvrir tout le corps. On peut être ronde, mais être sexy, voilà. Tout ce que nous avons mettre réellement en valeur. Alors, est-ce que on arrive à expliquer pourquoi la beauté ronde est plus déconsidérée que la beauté mince et svelte? Comment on peut expliquer cette façon de penser? Bon, il faut dire que les beautés rondes ont commencé à se manifester il n'y a pas longtemps. Parce qu'avant, l'idéal des femmes, c'est être mince. Oui. Mais on a constaté qu'en Afrique aujourd'hui, de plus en plus, les hommes préfèrent les femmes qui ont des rondeurs. Et finalement, est-ce que être ronde, ça veut dire qu'on est en mauvaise santé? Parce qu'on parle d'être bien dans son corps, de s'assumer, d'assumer ses rondeurs. Vous, qu'est-ce que vous en dites? Non, pas du tout. La bonne santé s'apprécie par rapport à l'indice corporel, comme on le dit. Ouais. Quand on est ronde, ça ne veut pas dire qu'on ne fait plus de sport, on s'assoit, non, c'est pas ça. On peut être ronde et s'entretenir. Donc c'est possible d'être à l'aise dans son corps, oui, même si... Être en très bonne santé, être ronde, c'est possible. D'accord. On parle aussi de morphologie quand on est ronde. Alors il y a des morphologies en 8. Je crois que j'ai prévu aussi quelques photos qu'on va analyser. En termes de morphologie, comment vous définissez les différents types de rondeurs? Oui, bon, en termes de morphologie, on peut dire que d'abord les femmes, c'est celles qui ont un fort bassin ou une forte poitrine. D'accord. Maintenant, on a des formes trapèzes. Oui. C'est quoi forme trapèze? Oui. Celle qui a un fort bassin et qui n'a pas de poitrine. D'accord. Il y a la forme trapèze inversée. Donc, c'est celle qui a une forte poitrine mais qui n'a pas de bassin. D'accord. Il y a la forme carrée. Okay. C'est celle qui a un fort bassin, une forte poitrine et du ventre. Donc, la forme 8, je veux dire, est la forme la plus adulée par les hommes aujourd'hui. D'accord. C'est celle qui a aussi bien de la poitrine que du bassin. Et là, je crois que même cette idée elle nourrit des stylistes, des mannequins, des femmes du cinéma. Exactement. Et vous savez, aujourd'hui, chacun s'identifie à travers ces personnages-là. Et c'est ça qui a relégué au second rang les femmes rondes. Sinon, elles sont aussi belles. Moi, je les aime bien. Oh, ben, on peut citer, par exemple, Madame Honorine Atipa, qui est ancienne ministre de la Famille, qui a des rondeurs, qui s'habille très bien, qui est très, très belle. Donc, on a aussi quelques chanteuses ici, béninoises, qui sont très, très, très belles. Mais moi, je voudrais aller plus en profondeur. Il est vrai que quand on est ronde, on a de la cellulite, on a des vergetures. Vous, qu'est-ce que vous donnez comme conseil à ces femmes-là qui veulent prendre quand même soin d'elles et s'assumer? Quelles sont les petites astuces? Oui, il y a beaucoup d'astuces. Il y a des produits naturels, par exemple le karité. Le beurre de karité, ça permet de lutter contre les vergetures. On n'a pas besoin de prendre les produits importés. Je ne dis pas que ce qui vient c'est mauvais, mais comme on ne connaît pas la composition, c'est mieux d'utiliser. Il y a des produits vraiment naturels ici qui luttent contre les vergetures, la cellulite et le reste. D'accord. Alors, dites-nous, dans les critères de sélection des concours, on dit souvent que celles qui font du 42, qui font du 44 sont plutôt marginalisées par rapport à celles qui sont un peu plus enrobées. Est-ce que c'est vrai ou pas? Bon. Parce qu'on ne les considère pas vraiment comme rondes, finalement, puisqu'elles sont déjà entre 42 et 44. Est-ce que c'est vrai?
comme je vous ai expliqué, on ne connaît pas les dessous des concours. Mais moi, particulièrement, j'ai participé à un concours l'année en 2016, concours Miss Nana Benz. Oui. Et de par ma force, je ne pense pas qu'on m'ait lésée, on ne m'a pas lésée, j'étais à l'aise. Il n'y a pas de différence entre les tailles, je vais dire, de rondeur. Il faut juste essayer de se débattre. Et vous avez défilé dans quelle tenue? Parce que quand c'est mince, c'est Miss, on voit un peu... Bon, il y a toutes les tenues. Tenue de vérité, tenue... Bon, ça dépend de l'édition. Par exemple, l'édition qui est passée, elles ont défilé en maillot de bain. D'accord. Pour la tenue de vérité. Il y a aussi les autres tenues de soirée et tenues de ville. Mais ça, c'est joli, ça. Ouais. Je viens de voir une belle femme ronde là qui est apparue avant cette série d'images. J'espère que ça va revenir. Enfin, on évolue en entendant. Oui. On remarque en fait que sur les papiers glacés, les magazines, le monde de la mode, de plus en plus de créateurs font appel au plus size, aux femmes rondes. Est-ce que vous pensez que aujourd'hui ça participe à l'acceptation des femmes rondes? Oui. Je pense que ça participe beaucoup parce que, et comme on l'a vu tout à l'heure dans le petit reportage, c'est difficile de trouver nos tailles sur le marché. Déjà, s'il y a des stylistes qui commencent à créer des vêtements pour les rondes, ça facilite beaucoup. D'accord. Et en termes de conseils, qu'est-ce que vous donneriez à ces téléspectatrices qui nous regardent et qui ont envie de s'accepter? Quelles sont les petites astuces qu'elles peuvent avoir et faire à la maison pour... prendre soin de leur corps, mais surtout s'accepter. Est-ce que les selfies, qu'est-ce que... Pour être accepté des autres, il faut s'accepter d'abord. C'est ça. Elles n'ont qu'à faire un effort. Bon, je peux dire que nous, dans notre association, il y en a qui ne s'acceptaient pas, mais le fait d'être rentré, d'avoir d'autres personnes comme elles, peut-être qu'il y en a qui n'ont pas d'amis qui sont rondes. Oui. Elles sont tout le temps seules. Donc, ça fait que déjà, elles se disent, bon, je suis seule, je n'ai pas quelqu'un qui est comme moi. Mais quand on est beaucoup, on dit l'union fait la force. Exactement. Donc, ça permet de... Et je crois d'ailleurs que vous avez bientôt une réunion qui va justement dans ce sens-là. Expliquez-nous un petit peu de quoi il s'agit. Oui, bon, le 17 février prochain, on a décidé de célébrer l'amour des rondes. Et... on invite massivement toutes les rondes qui ont peur de sortir. C'est un dîner de gala. Bon, ce sera un peu un truc grandiose. On invite les rondes à venir avec leur chéri, leur mari, pour venir fêter l'amour. D'accord. Donc, s'il y en a qui veulent rejoindre le groupe, on peut laisser nos contacts pour qu'ils... D'accord, super. Bon, alors, dernière question. Je sais que vendredi, on va recevoir justement Perlissus, qu'on a vu dans le reportage, qui, elle, s'attelle à créer des vêtements pour femmes rondes. Aujourd'hui, concrètement, est-ce que vous pensez qu'il y a un réel marché au Bénin qui est possible en matière de prêt-à-porter pour grande taille? Oui, je pense que c'est possible. Et je pense même que c'est en voie de développement. D'accord. Mais maintenant, la question des prix aussi, est-ce qu'elle va être réglée? Non, les prix, il va falloir revoir les prix pour ceux qui ne sont pas de la grande classe sociale, je vais dire. C'est ça. Très bien. Merci beaucoup. Moi, je vais juste inviter Elonia d'Almeida à tous ceux-là qui sont à la quête d'un job, d'un petit métier et qui sont intéressés par la couture, de commencer par réfléchir déjà dans ce sens-là. Exactement. Et à s'intéresser à la profession d'habits. Oui, d'habits pour femmes rondes. Le marché, il est là. Il est là, exactement. On aura l'occasion de continuer cette discussion vendredi. Merci. En présence de notre créatrice de mode. Voilà. En tout cas, merci Madame Nancy Anani. Je répète, vous êtes présidente du Comptoir des Rondes, une association qui promeut l'acceptation de soi quand on est enrobé. Voilà. Merci beaucoup, Elonia. Merci beaucoup aussi à vous, Madame Nancy Anani, pour ce passage dans ce grand rendez-vous que vous offre tous les soirs, enfin du lundi au vendredi, BB24. C'est pratiquement la fin de ce plateau, mais avant, on va regarder encore une fois la météo.
rappel des titres pour vous qui nous avez suivis de bout en bout et même pour vous qui nous avez pris au vol. Eh bien, nous avons parlé dans Autant savoir du dressage de chiens, pour quelle formation et aussi, il faut dire que c'est un métier, c'est un job, ça dépend de celui-là qui va vers cette passion et cette passion, il faut l'avoir à la base. Nous disons merci à notre invité, M. Landry Lawson, qui était reçu par Agnès Belot. Vous êtes ronde, vous êtes une femme et vous avez des rondeurs et vous êtes complexée. Voilà, nous avons reçu sur ce plateau une invitée qui a assumé, en tout cas, elle assume ses rondeurs. Et j'espère que vous allez aussi, vous qui êtes ronde, sortir de l'ombre et passer à la lumière. Nous avons parlé également avec le docteur Avakoujo du cancer de la prostate. Et bel et bien, une rééducation est possible après ablation de cet organe important qui joue un rôle très important dans la vie de l'homme. Et puis, je le disais, à l'entame donc de cette émission, aujourd'hui, on célèbre jusqu'au 8 février la journée mondiale sans téléphone portable. Nous disons merci à notre expert. Il s'agit de Noah Agbafa. Il est donc docteur en système d'information. Mesdames, Messieurs, merci. Vous avez compris, c'est bel et bien la fin de ce plateau, ce grand rendez-vous tous les soirs du lundi au vendredi sur votre télévision, la chaîne du développement Bénin Business 24. Ce fut un réel et grand plaisir d'avoir partagé ces moments de télévision avec vous. Nous sommes aujourd'hui le 6 février. Soyez heureux. À demain.